Bonjour, bienvenue dans cette conférence. Alors, tout d'abord, je remercie chaleureusement Charlotte de me donner l'occasion de pouvoir vous parler lors de ce sommet Briser le silence. Donc moi, c'est la première fois que j'interviens dans ce sommet. J'en suis tout à fait honorée. J'ai intitulé mon intervention Violence post-séparation, se protéger et en sortir. Alors mon intervention, elle va traiter des points suivants. On va voir un petit peu ensemble comment se manifeste la violence conjugale post-séparation, à quoi ça ressemble, pourquoi se séparer ne suffit pas à mettre un terme aux violences, pourquoi ces violences, elles vont persister dans un certain nombre de cas après la séparation. Et on va voir comment se protéger face à ces violences. Ça, c'est extrêmement important. Comment on peut se protéger, finalement, quels outils on peut avoir par rapport à ces violences. Et enfin, comment sortir de l'emprise et comment retrouver son pouvoir personnel. Donc, je vous invite dans cette conférence sur ce sujet difficile, bien sûr à écouter, mais surtout à prendre ce qui vous rejoint, à prendre ce qui peut vous aider, que vous soyez concerné directement par le sujet ou que vous soyez un professionnel ou un bénévole ou un proche d'une personne concernée. On peut être touché à différents niveaux selon la place qu'on a, mais en tout cas, des fois on est un peu remué ou des fois on n'est pas d'accord avec ce qui se dit dans une conférence, c'est pas grave du tout. Moi j'ai pas du tout la prétention de détenir la vérité, pas du tout. Je partage avec vous ce qu'il me semble avoir compris et des choses qui selon moi peuvent aider, des ressources. Prenez ce qui vous parle et laissez de côté ce qui vous parle pas. Voilà, c'est vraiment dans cet esprit-là que j'ai articulé mon propos. Donc pour me présenter juste rapidement, donc moi je suis Anaïs Verte. Donc mon métier, et ce que je fais, je suis psychopraticienne, je suis aussi coach parental et je suis aussi formatrice. J'ai créé un organisme de formation qui s'appelle La Plume Verte. Je vis en France, dans les Hauts-de-France, voilà, pas très loin de Paris. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est que avant d'être psy, j'étais juriste et j'ai travaillé pendant plusieurs années dans des associations et notamment une association qui aide beaucoup les victimes de violences conjugales et violences aussi faites aux enfants. Donc j'ai été voilà, j'ai beaucoup travaillé avec ces personnes qui m'ont énormément appris. C'était vraiment pas toujours simple. Et puis j'ai commencé à former les professionnels sur ce sujet par rapport à l'expérience que j'avais acquise. Et puis je me suis reconvertie parce que j'avais surtout envie d'aider les personnes dans leur parcours thérapeutique. Donc je me suis spécialisée en psychotraumatologie pour aider les personnes à se reconstruire après des violences intrafamiliales notamment. Voilà, juste pour petite présentation, pour vous dire un petit peu comment moi j'ai été amenée à travailler sur ce sujet, sachant qu'aujourd'hui j'accompagne justement pas mal de personnes qui sont touchées par des violences après la séparation. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, donc déjà, comment se manifeste cette violence post-séparation ? Violence conjugale post-séparation. Donc la violence conjugale, juste pour rappeler un petit peu ce que c'est, je ne sais pas quel est votre niveau d'information sur ce sujet, la violence conjugale, c'est la violence qui survient dans le couple, ou une fois que le couple s'est séparé, justement, qui peut se traduire de différentes manières. C'est souvent un processus long, c'est un processus qui s'instaure dans le temps et que souvent les victimes ne voient pas venir, d'accord ? C'est insidieux, ça arrive progressivement, ça démarre généralement par des violences psychologiques, des dévalorisations, des remarques blessantes, des critiques, des reproches, et puis des humiliations, et puis après ça monte d'un cran. Mais donc ce cheminement peut se faire sur des années, violence verbale, injures, menaces de violence, menaces de mort. Donc là, vous voyez, on passe un cran au-dessus. Et puis, évidemment, aussi des violences physiques. Donc, quand on parle de violence conjugale, avant séparation ou post-séparation, on pense souvent à des violences physiques, mais il y a bien d'autres choses qui, généralement, ont démarré bien avant. Voilà. Et qui sont tout aussi graves, qui produisent tout à fait les mêmes effets, mais cette violence conjugale psychologique ou verbale, elle est plus insidieuse parce qu'elle ne se voit pas, elle ne laisse pas de traces physiques en tout cas, même si elle laisse des traces bien sûr sur le plan psychique.
Et puis, évidemment, on a aussi les violences sexuelles, viol, agression sexuelle, mais aussi les violences économiques, prendre les moyens de paiement de la personne, lui interdire de travailler, lui prendre ses clés. Tout ça, ce sont des violences économiques qui sont également interdites. Donc, il faut que vous sachiez, de toute façon, quel que soit le pays où vous êtes, a priori, les violences conjugales, dans la plupart des situations, dans la plupart des pays, sont quand même interdites par la loi, d'accord, quelle qu'elle soit. Physique, psychologique, verbale, sexuelle, etc. Donc la violence conjugale post-séparation, c'est toutes ces violences-là, ou une partie de ces violences-là, mais en tout cas qui perdurent, qui continuent malgré la séparation. Donc ça va se manifester de la même manière, même si on ne vit plus ensemble. Alors ça va se produire d'autant plus qu'il y a des occasions de contact entre les conjoints. Les ex-conjoints plutôt. Occasion de contact, par exemple, quand il y a des enfants. Donc ça, c'est les violences conjugales post-séparation se produisent souvent à l'occasion des visites des enfants. D'accord, au moment où on remet les enfants chez leur père ou chez leur mère, à l'occasion finalement de l'exercice des droits de visite. Donc ça, c'est une forme, c'est une occasion pendant laquelle l'auteur des violences peut continuer à produire sa violence. Donc ça peut être des violences verbales, psychologiques, physiques, de la même manière, parce qu'il y a à nouveau un contact. Alors, je tiens à préciser que toutes les situations de violence conjugale n'amènent pas forcément des violences après la séparation. Il y a des violences conjugales qui s'arrêtent au moment de la séparation. Mais il y a des situations où cette violence perdure. Donc, généralement, c'est effectivement parce qu'il y a des enfants, donc il y a des occasions de se parler, de se voir, qui sont du coup très, très délétères pour ces situations-là. Et donc, ça peut se traduire par, donc pareil, des insultes, des menaces, des violences physiques, des violences sexuelles. On peut avoir vraiment tout ce panel de violences qui se manifestent. Alors, pourquoi se séparer, donc ça c'est mon deuxième point, pourquoi se séparer ne suffit pas toujours à sortir de l'emprise et à faire cesser les violences. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, le fait qu'il y ait des enfants, des occasions de se voir, va potentiellement amener des occasions d'exercer la violence pour l'auteur des violences. Mais c'est pas la seule explication. Moi, ce que je remarque, c'est que souvent, quand la violence, elle perdure après la séparation, c'est que la séparation en elle-même, elle n'a pas été faite d'une façon qui est suffisamment sécure et respectueuse des droits de la personne victime. On n'a pas assez balisé ça. C'est vraiment un point important. C'est que quand une personne quitte un conjoint violent, elle se sépare, et surtout s'il y a des enfants, il va y avoir généralement des procédures, pas toujours, mais si la personne est mariée, en tout cas en France, il y a une procédure de divorce. Si on n'est pas marié, on peut quand même faire appel au juge, et c'est très fortement recommandé, d'autant plus s'il y a des violences conjugales. Mais souvent, ça n'a pas été bien fait. Je m'explique. Je vois trop souvent des situations où, par exemple, on fait un divorce par consentement mutuel. Alors, je sais pas d'où vous me regardez, donc je ne sais pas si vous avez l'équivalent dans votre pays, mais en France, on a le divorce par consentement mutuel, qui est une procédure plus rapide, simplifiée, qui est possible, sans même passer maintenant devant le juge, ce qui est possible si on s'entend bien. D'accord, si on s'entend bien, on négocie tous les aspects du divorce, hop, on passe avec son avocat, on passe chez le notaire, et puis voilà, c'est terminé. Bon. Mais quand il y a des violences conjugales, aujourd'hui, toutes les associations qui œuvrent pour les violences conjugales s'accordent à dire qu'il ne faut pas faire ni de médiation, ni de consentement mutuel quand on est victime de violence. Quand il y a de la violence conjugale, on ne doit plus faire ça. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans une situation de violence conjugale, la victime, elle a peur de son conjoint ou de son ex-conjoint. Elle a peur de l'auteur des violences. Donc, elle n'est pas libre. Et quand on n'est pas libre, on ne peut pas donner son consentement. On ne peut pas négocier des aspects de son divorce. Quand on est sous emprise, ça s'appelle l'emprise. Quand on a peur de son conjoint, je rappelle que la peur, c'est vraiment un des critères principaux qui permet de déterminer quand une personne est victime de violences conjugales. Si vous êtes dans une relation saine, dans une relation sécure, vous n'avez pas peur de votre conjoint. Vous pouvez vous disputer, mais vous n'avez pas peur de lui. Vous n'avez pas peur pour votre intégrité ou celle de vos enfants. Donc,
pour revenir là-dessus, donc quand on a peur, on n'est pas libre et donc on va accepter n'importe quoi. Et moi, je vois beaucoup de personnes victimes de violences conjugales, anciennement victimes de violences conjugales, qui se séparent et qui veulent en finir au plus vite, ce qu'on peut comprendre, et qui donc vont signer des choses, des divorces, des conventions qui ne sont pas respectueuses de leurs droits. Donc, ce faisant, elles sont toujours en position basse, elles sont toujours dans la peur, elles sont toujours sous emprise, et donc l'auteur des violences, lui, eh ben, il enregistre que finalement, c'est toujours lui qui domine et qui fait encore peur à la victime et que donc il va pouvoir continuer ses violences. Vous voyez, ça continue à créer un terrain fertile pour les violences. Donc malheureusement, et ça, c'est pas du tout la faute des victimes. Les victimes, elles sont sous emprise et elles sont aux prises avec ces processus-là. Mais c'est aux professionnels, et là, si vous êtes professionnel, je m'adresse à vous, c'est aux professionnels de dire ça, madame ou ça, monsieur, c'est pas respectueux de vos droits et je vais pas vous laisser faire ça. Hein. C'est le rôle de l'avocat, notamment, de conseiller son client et de pas aller dans des procédures de négociation quand il n'est pas possible de négocier. D'accord ? On ne négocie pas avec un auteur de violence. D'accord ? On met des règles strictes. Hein. Il vaut mieux partir sur quelque chose de strict. Alors, pour être un peu plus concret, donc souvent, ce que je remarque, c'est les victimes qui, du coup, ne demandent pas de pension alimentaire, vont vers une résidence alternée, 15 jours, une semaine chez papa, une semaine chez maman pour les enfants, alors qu'elles n'en veulent pas, mais c'est pour avoir la paix. C'est vraiment ça. C'est pour avoir la paix. Je dis oui à tout. Elles renoncent parfois à des parts dans le bien immobilier qui était en commun. Elles renoncent à leur dû, finalement, quitte à se mettre dans des difficultés financières, économiques, y compris pour après. Hein. Donc, c'est vraiment une négation de leurs droits, mais qui est guidée par la peur et la volonté d'en finir au plus vite. Donc, quand on a fait un divorce, une séparation comme ça, c'est pas, si vous voulez, c'est pas quelque chose de correct, de respectueux de leurs droits. Et donc, ça veut dire qu'elles sont encore dans quelque chose, elles sont encore sous emprise finalement. Et donc, ça va donner lieu à ce que les abus continuent la plupart du temps. Donc, il faut soigner la séparation. Il faut soigner ce moment-là. C'est vraiment important. Je suis déjà dans comment sortir de l'emprise, mais c'est très important. Si vous êtes victime de violences conjugales et que votre avocat vous recommande un divorce par consentement mutuel, allez prendre un autre conseil. Vraiment. Si les professionnels que vous allez voir ne prennent pas en compte les violences que vous subissez, vous n'allez pas être bien conseillé. Il faut déjà que vous parliez des violences, c'est vraiment important pour qu'on puisse vous aider au mieux. Et puis par ailleurs, il faut que le professionnel, il en tienne compte et qu'il soit respectueux de vos droits. Quand on a été victime de violences, donc il y a des procédures qui existent, donc des procédures de divorce plus adaptées que le consentement mutuel. Il y a aussi la possibilité de déposer plainte. En France, on a une procédure aussi qui s'appelle l'ordonnance de protection. L'ordonnance de protection qui est une mesure aujourd'hui qui permet d'obtenir la protection pour la victime et puis ses enfants. Donc, on a des procédures qui existent, qui peuvent vous permettre de vous protéger. Je suis déjà dans la partie comment se protéger face aux violences. Mais donc voilà, la façon dont la séparation, elle va être pensée est extrêmement importante. On peut par exemple demander alors, je vais revenir sur les formes que la violence peut prendre, pardon. Dans les violences qu'on observe après la séparation, il y a l'instrumentalisation des enfants. C'est-à-dire que l'auteur des violences va passer des messages via les enfants. Dire du mal de la mère, par exemple, souvent les mères qui sont victimes, dire du mal, l'insulter devant ses enfants. Ce qui est extrêmement destructeur, évidemment, pour les enfants. Donc, les violences, finalement, vont continuer à s'exercer et les enfants vont en être témoins. Donc, vous savez que les enfants témoins des violences sont aussi des victimes directes de ces violences-là. Et en France, ça, aujourd'hui, c'est dans la loi. Les enfants qui sont témoins des violences conjugales sont des victimes. Et ils peuvent être reconnus comme victimes par la justice. Ça, c'est vraiment une avancée en France. Donc, il y a une forme de violence qui est celle-ci, qui est l'instrumentalisation des enfants. Dire du mal, insulter le parent victime des violences. Et puis, les enfants peuvent être directement victimes aussi parce que la violence peut aussi s'exprimer
sur eux. Donc on a aussi des conjoints violents ou des ex-conjoints violents qui sont aussi des pères violents. Hein. Donc il y a aussi cette violence-là qui peut être directement vis-à-vis de l'enfant, verbale, physique, psychologique, c'est exactement la même chose. Donc comment se protéger face à ces violences? Donc quand on prend conscience de ça, on se dit que le sortir de l'emprise, ça peut être long et que la séparation, on doit prendre le temps de la faire correctement. Et donc, il faut souvent en passer par des procédures, parce que la loi est protectrice, la loi doit protéger les victimes de violences, les femmes victimes de violences, les hommes victimes de violences, il y en a aussi, les enfants victimes de violences. Et donc, pour ça, il faut saisir la justice. Donc, il faut aller voir des professionnels du droit, des juristes, des avocats qui vont informer sur les droits, vous conseiller et puis vous aider à trouver la bonne procédure, celle qui va au mieux protéger vos droits. Donc ça peut passer par des choses au départ assez strictes. Ça peut passer par exemple par rapport aux enfants à des droits de visite qui sont médiatisés. Donc les droits de visite médiatisés, on appelle ça en France droits de visite médiatisés, c'est-à-dire dans une association. Si par exemple on craint que les droits de visite soient l'occasion de nouvelles violences, on peut demander au juge, donc généralement, en France, c'est le juge aux affaires familiales qui traite les affaires de séparation, d'autorité parentale. Ce juge-là, si on lui demande, il peut décider que le droit de visite s'exerce dans un lieu neutre. Donc, comme ça, les parents ne sont pas directement en contact, donc ça enlève un risque de violence. Et donc, le lieu, l'association peut aussi observer ainsi comment se comportent les enfants, les parents dans ce lieu. Donc ça, c'est une mesure qui est quand même très protectrice, qui va pas forcément avoir besoin d'être durable, hein, ça va pas durer des années, mais dans un premier temps, ça peut vraiment être quelque chose d'important. On peut aussi, quand les choses sont vraiment trop conflictuelles, quand il y a de la violence, demander que l'autorité parentale s'exerce par un seul des deux parents, par le parent victime. Hein, alors pareil, je fais référence à la loi française, donc j'imagine que là où vous êtes, c'est peut-être proche aussi. C'est que en principe, en France, les deux parents ont les mêmes droits, hein, bien sûr, les deux parents sont égaux, mais quand il y a trop de conflits ou de la violence, le juge peut très bien, ou un parent vraiment défaillant, le juge peut décider que l'autorité parentale s'exerce par un seul des deux parents. Ça ne veut pas dire que l'autre n'aura pas n'aura pas de droit, hein, il aura le droit de voir ses enfants, etc. Mais ça veut dire qu'il ne sera pas associé à toutes les décisions. Et ça limite aussi les contacts. Vous savez, quand vous êtes maman par exemple, et que vous êtes victime de violences conjugales, vous êtes séparés, mais vous devez sans cesse contacter l'autre parent pour une sortie scolaire, un voyage, des vacances. C'est très compliqué parce que ces contacts-là que vous devez avoir, qu'on peut avoir quand on est séparé mais qu'il n'y a pas de violence, hein, on peut arriver à se parler, c'est souvent pas possible quand il y a des violences. Parce que vous allez avoir de la manipulation, du chantage, et au final, ça va être hyper violent pour la victime des violences, mais ça va être hyper violent aussi pour les enfants qui vont subir ça. Donc toute décision, tout échange va être prétexte aux violences, et c'est ça qu'on veut éviter. Donc il vaut mieux des fois avoir des mesures un peu je vais pas dire extrêmes, mais voilà, un peu dur, je trouve pas le mot, un peu strict, on va dire un peu strict, dans un premier temps, un droit de visite médiatisé, l'autorité parentale exclusive par le parent non violent, le parent victime, et puis s'en tenir à ça dans un premier temps, et si les choses, s'ils respectent bien ce cadre-là, on peut assouplir un petit peu. Mais je dis souvent, moi, aux personnes que j'accompagne, c'est plus facile d'assouplir au fur et à mesure, en fonction du comportement de l'auteur, s'il se calme, hein, en gros, que de partir de quelque chose d'hyper souple, d'hyper libre, et puis d'être vraiment en difficulté parce que les violences continuent. C'est ça en fait le truc. Donc se protéger de cette manière, alors ça, quand il y a des nouvelles violences. Je sais que quand on a été victime de violences, qu'on s'est séparé et que les violences continuent, c'est extrêmement décourageant, c'est au-delà du découragement, ça met souvent les victimes dans l'impuissance. Elles se disent ça ne s'arrêtera jamais, c'est terrible. Donc, il ne faut pas renoncer à faire valoir vos droits. C'est extrêmement important de redéposer plainte. Faites-vous accompagner. C'est normal que vous soyez découragé, mais redéposez plainte. Souvent, malheureusement, c'est la répétition.
le nombre de plaintes qui fait qu'au bout d'un moment, les procédures aboutissent. Je sais bien que notre justice, elle n'est pas toujours à la hauteur, même si ça s'améliore, je trouve, de plus en plus, mais la justice n'est pas toujours à la hauteur et des fois on dépose plainte et il ne se passe rien. Je le sais, je le vois chez des personnes que j'accompagne. Mais pour autant, il ne faut pas renoncer. C'est souvent la répétition qui va amener les juges à prendre au sérieux l'affaire et à poursuivre. Il faut se rappeler aussi que notre justice n'a pas toujours tous les moyens pour poursuivre tout ce qu'elle voudrait. Mais bon, en tout cas, ne renoncez pas. À chaque violence, il doit y avoir une réponse. À chaque violence, on pouvait redéposer plainte. Comme je vous le disais, il y a aussi l'ordonnance de protection qui est une procédure qui permet d'obtenir la protection de soi et de ses enfants. Il faut activer ces droits-là, ces procédures-là. Je sais que c'est épuisant, je le sais, mais en fait, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si on ne fait pas valoir ses droits, c'est la violence qui gagne. Et ça, c'est pas question. C'est pas question. Vous êtes quelqu'un d'important et vous avez besoin de vous protéger, vous et vos enfants. Donc, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur des professionnels, des bénévoles, des associations qui vont vous aider dans tout ce parcours-là, y compris après la séparation. Et je vous assure, on y arrive. On y arrive. À avoir des condamnations, à faire respecter ses droits, on y arrive. Je ne dis pas que c'est facile, mais aujourd'hui, il y a vraiment des procédures qui existent. Bon. Il faut faire attention aussi au niveau de danger. En France, on a des procédures aussi et des outils comme le bracelet anti-rapprochement ou le téléphone grave danger, le téléphone d'alerte. Donc pour les cas les plus graves, parce que ces cas-là existent aussi, où les personnes sont menacées de mort et leur intégrité, leur vie est en danger réel. Il y a des procédures aussi qui existent pour ça. Les victimes ne les connaissent pas toujours, les professionnels non plus, donc renseignez-vous, ça existe. Les personnes qui sont les plus au courant, généralement, c'est dans les associations. Allez voir des associations de victimes de violences conjugales, elles vont vous aider. Alors, aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que donc ça va avec ça, c'est se protéger, faire valoir ses droits au niveau de la justice. La loi, ça fait tiers. Généralement, beaucoup d'auteurs de violences, pas tous, mais beaucoup, quand on saisit la loi, quand on parle des violences, eh ben, ils se calment, ils s'arrêtent. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs de violences conjugales qui sont des personnes qui sont bien insérées dans la société et qui n'ont pas envie de tout perdre. Et quand ils se retrouvent à la police, placés en garde à vue, etc., je vous assure que ça leur fait un drôle d'effet. Parce que peut-être jamais ils n'ont été confrontés à ça. Donc, on pense souvent que ça sert à rien. Moi, je vous le dis, ça ne sert pas à rien. Il y a des auteurs qui vont s'arrêter à partir du moment où on a déposé plainte contre eux. Ça ne sert pas à rien. Faites-le. Faites-le. Et faites-vous accompagner. De la même manière, c'est vraiment important de ne pas renoncer à vos droits. Vous avez des droits sur le bien immobilier, vous avez des droits, bien sûr par rapport à vos enfants, mais vous avez des droits aussi pour vos enfants, par exemple la pension alimentaire. Moi, je vois trop de victimes qui renoncent à la pension alimentaire, notamment vis-à-vis des enfants. La pension alimentaire, c'est la contribution qu'un parent doit payer pour élever ses enfants. Donc, c'est le parent gardien des enfants qui va demander une contribution à l'autre parent. Bref, ça sert à éduquer, élever les enfants, toutes les dépenses liées à l'éducation des enfants. Bon. Et je vois beaucoup de victimes de violences qui renoncent à demander la pension. Donc, pourquoi? Toujours cette même histoire. C'est l'auteur a encore de l'emprise sur elles. Elles veulent plus avoir rien à faire avec lui. Elles veulent pas réclamer, elles veulent rien lui devoir. Mais ce faisant, ce sont les enfants qui en pâtissent. Donc, moi, je pense que la plupart du temps, il faut vraiment se poser la question de la pension alimentaire. La pension alimentaire, elle est due. Ce n'est pas à la mère, aux parents non violents d'assumer tous les frais concernant ses enfants. Et le fait de faire valoir vos droits et les droits de vos enfants, ça vous remet dans une posture d'égal à égal. Chaque fois, donc c'est là où je voulais en venir aussi, sur votre pouvoir personnel, chaque fois que vous faites valoir vos droits, vous reprenez votre pouvoir personnel, vous sortez de la peur, vous rendez la situation publique et la culpabilité se remet sur l'auteur et pas sur vous. Ça, c'est extrêmement important. Donc, vous sortez de l'emprise en retrouvant votre pouvoir personnel. Donc, la pension alimentaire, pour moi, ça fait tout à fait partie de ça. Ne pas renier sur vos droits, ne pas renier sur tout ce à quoi vous avez droit pour vous et vos enfants. Moi, je vous invite vraiment à le demander. Ça me paraît extrêmement important. Ne baissez pas les bras. Voilà. Donc, évidemment, c'est pas simple. Je sais bien d'activer tout ça. Ça veut dire aussi que chaque fois que vous ferez ça,
vous allez regagner votre pouvoir personnel. Et alors, je voudrais parler et terminer peut-être là-dessus. Parfois, l'auteur des violences, et ça, on a ça avec vraiment des profils de personnes qui sont plutôt pervers en fait, hein, voilà, disons le mot, qui sont pervers, et qui vont vraiment flirter avec la limite, qui vont vraiment ne pas directement vous violenter, mais ça va être très très insidieux. Donc moi j'ai des patientes que j'accompagne et qui me disent, bah voilà, ils continuent à m'envoyer des messages, mais c'est pas des messages suffisamment violents pour que je puisse déposer plainte, donc on est vraiment à la frontière. Et puis le plus important dans tout ça, c'est qu'en fait ça les affecte tellement, elles sont tellement affectées, elles ont l'impression qu'elles peuvent rien faire. Oui, des fois, la loi n'est pas suffisante. Malgré tout ce que vous avez mis en place, c'est pas suffisant. Et on peut pas contrôler l'auteur des violences. On peut pas contrôler votre ex-conjoint. Donc là, ce qui me paraît important, c'est que vous, il va falloir vivre quand même, revivre, vous reconstruire, vivre votre vie, peut-être une autre vie de couple avec quelqu'un de sécure, de bienveillant. Vous y avez droit, bien sûr, et c'est possible. Donc on va apprendre, et ça moi je travaille beaucoup ça en thérapie avec mes patientes, c'est apprendre à ne plus laisser d'espace psychique en vous pour se laisser atteindre par l'auteur des violences. C'est un chemin, hein, c'est pas facile, mais petit à petit, ces messages qu'ils vous envoient, apprendre à les jeter. Je parle pas de situations hyper dangereuses là, hein. Je parle vraiment des conjoints qui continuent, mais sans qu'on puisse vraiment déposer plainte pour ces faits-là. Mais apprendre à ce que ça ne vous atteigne plus. Ça, moi, je travaille beaucoup ça avec mes patients. Apprendre à ce que, voilà, ce qui se passe chez lui est en lui, je le remets chez lui, et ça ne m'affecte plus. Je décide de ne plus laisser ma vie être gouvernée par les messages, par la violence, par les mots de mon ex-conjoint. Je le décide et je travaille pour. Donc c'est un chemin. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est normal. Faites-vous aider là pour le coup d'un thérapeute pour guérir les traumas. Parce que pourquoi ça nous affecte autant? C'est uniquement parce que, en fait, vous avez tout ce passé traumatique avec lui. Et ça, il faut s'en occuper. Il faut guérir les blessures. D'accord? Il faut guérir les blessures. Il faut, alors il faut si vous voulez, ok. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est possible. Allez voir un thérapeute spécialisé en psychotrauma qui connaît les violences conjugales, qui ne va pas vous culpabiliser, qui va vous comprendre, qui va vous aider à sortir de cette emprise, à sortir de la honte, de la culpabilité, et puis à retrouver votre pouvoir personnel parce que vous êtes extrêmement puissante. Si vous avez quitté un conjoint violent, waouh, c'est que vous avez extrêmement de force en vous. Et même si vous ne l'avez pas encore quitté, vous avez extrêmement de force en vous parce que vous êtes là, vous êtes vivante et tout est possible. Voilà. Donc c'est possible de sortir d'une situation de violence et c'est possible, même si il continue d'une façon ou d'une autre, de trouver des moyens à l'intérieur de vous avec des professionnels de sortir de ça. Pour vous, pour vos enfants. Donc là, c'est vraiment... Donc je vous ai beaucoup parlé de la loi. Hein, effectivement, la loi qui protège, la loi qui fait tiers entre vous et l'agresseur, la loi qui remet les responsabilités au bon endroit. Et puis, il y a le soin. Et ça, le soin, c'est entre vous et vous, avec un thérapeute, bien sûr, mais c'est entre vous et vous, ça n'a plus rien à voir avec lui. C'est vraiment vous, comment vous reconstruisez, comment vous reprenez votre pouvoir personnel et comment vous créez autour de vous d'autres relations sécures et comment vous vivez votre vie. Même si lui, d'une certaine façon, il fait toujours partie du paysage, mais on va le mettre le plus loin possible. Voilà. Pour moi, c'est la combinaison des deux, et je vais conclure là-dessus. Comment se protéger, comment sortir de la violence post-séparation, c'est la combinaison des deux. De la loi, on ne peut pas faire abstraction de la loi. Il faut mettre un cadre, il faut mettre les responsabilités au bon endroit et du soin, parce qu'il faut absolument que vous puissiez guérir vos blessures. Donc trouvez-vous des associations, des professionnels pour vous aider dans ce parcours, mais c'est un parcours qui est possible. Voilà. Avec tout mon amour, avec toute ma bienveillance, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a parlé. Si vous avez envie de m'en dire quelque chose, sur la page du sommet, quelque part, vous devez avoir mon mail, mon site. Donc, n'hésitez pas à prendre attache avec moi. Je vous souhaite plein de courage. Et puis, voilà, merci encore et à bientôt.